Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la 6e journée nationale d'information sur les myélodysplasies à l'intention des patients et des proches de patients. La rencontre est organisée conjointement par le groupement des médecins spécialistes des myélodysplasies, le GFM, et par l'association de patients Connaître et combattre les myélodysplasies. Elle se déroule simultanément aujourd'hui dans 20 villes en France. L'association CCM existe depuis 2006. Elle a été créée par un petit groupe de patients, personnes atteintes de myélodysplasie et de leurs proches. Donc depuis cette époque, c'est-à-dire depuis bientôt 11 ans, CCM travaille toujours étroitement avec le GFM pour que les patients atteints de myélodysplasie et leurs proches puissent obtenir toutes les informations utiles pour comprendre leur maladie et pour mieux vivre avec. Au nom du groupe francophone des myélodysplasies, je souhaite vous accueillir à ces 6e journées sur les myélodysplasies que nous organisons tous les 2 ans maintenant en association avec l'association Connaître et combattre les myélodysplasies. Je souhaite remercier nos mécènes qui nous permettent d'organiser ces journées dans les meilleures conditions. Alors, comme à chaque fois, tous les 2 ans, on va essayer de couvrir un maximum de sujets concernant les myélodysplasies. D'abord des nouveautés concernant leur biologie, leur origine, comment en faire le diagnostic, les symptômes et évidemment les traitements. Et puis on insistera beaucoup cette année sur le vécu des patients, le ressenti de leur maladie, notamment au travers d'interviews d'un certain nombre d'entre eux qu'on entendra cet après-midi. C'est plus un épuisement que de la fatigue. C'est de dire, à l'époque, je n'avais pas 69 ans, j'étais plus jeune, mais pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi je n'arrive plus à faire ce que j'ai à faire? Vous êtes fatigué, mais en gros c'est normal. Vous avez plus de 60 ans, c'est normal. Vous êtes fatigué, vous avez des petits-enfants, vous voulez avoir une activité, c'est normal. Non, c'est pas normal, je ne suis pas fatiguée, je suis épuisée, j'ai quelque chose. Ce que je voyais qui m'inquiétait quand même un petit peu, sans savoir de quoi il s'agissait, j'avais très souvent des bleus. Partout et pour rien, je me retrouvais avec des hématomes vraiment très très étonnants. Pour moi, j'avais rien. J'ai été très fatigué, puis tout le monde disait que j'étais pâle. Fatigue banale. Pour une bonne partie des patients, donc ce sont les symptômes qui vont les amener au diagnostic. Le symptôme le plus fréquent, c'est l'anémie. Donc l'anémie, par définition, c'est le manque de globules rouges. Et ce manque de globules rouges ou cette anémie va se manifester par de la fatigue, de l'essoufflement à l'effort. Chez les sujets très âgés, ça peut également être associé à des pertes d'autonomie, des chutes. Et là, le diagnostic peut être un petit peu plus difficile. L'autre symptôme qui est moins fréquent mais régulièrement présent chez ces patients sont les complications infectieuses qui sont liées au manque de globules blancs, ce qu'on appelle la neutropénie. L'autre catégorie de symptômes sont ceux qui sont liés au manque de plaquettes. Donc les plaquettes sanguines servent à faire la coagulation. Si on manque de plaquettes, on va moins coaguler. Et ce manque de coagulation va se manifester initialement par ce qu'on appelle du purpura, c'est-à-dire des petits points rouges sur les membres inférieurs, des hématomes, donc des bleus pour des chocs minimes, voire même pas de choc du tout, et dans des formes plus graves, des saignements. Dans la majorité des cas, les myélodysplasies n'ont pas de cause identifiée. Pour chez une minorité de patients de l'ordre de 15 à 20%, la myélodysplasie va être secondaire, comme on dit, donc on appelle ça des myélodysplasies secondaires. Les principales causes de myélodysplasie secondaire sont des expositions à des substances toxiques. Le premier de ces facteurs d'exposition, c'est l'exposition à de la chimiothérapie ou de la radiothérapie pour le traitement d'un cancer. Deuxième catégorie d'agents, c'est ce qu'on appelle des toxiques environnementaux, donc qui relèvent de la pollution, mais
principalement quand même d'exposition dans un cadre professionnel, puisqu'il faut avoir des durées prolongées d'exposition à la même substance toxique, et puis un niveau d'exposition important. Là-dedans, on va retrouver des dérivés d'hydrocarbures, des solvants, le benzène, l'exposition à des pesticides. Parmi les autres toxiques, on retrouve aussi également l'exposition à des irradiations dans le nucléaire. Parmi les autres facteurs de risque, on retrouve le tabac. Donc dans la cigarette, il y a des substances qui sont susceptibles également de provoquer des myélodysplasies. Donc les tabagiques ont un risque de développer une myélodysplasie qui est supérieur à celui de la population générale. J'étais chef de chantier, dans le nucléaire aussi. Quand j'étais embauché en 1996, on connaît beaucoup de radiations. Qui maintenant, c'est normalement protégé, c'est plus pareil. Hein. Les seuils ont beaucoup baissé. C'était un peu plus complexe à l'époque. On travaillait vraiment, je dirais pas sans protection, mais quasiment. Oui, je suis ingénieur chimiste de formation. Évidemment, c'était dans les années 67, 70, et on ne faisait pas très attention à la manière dont on manipulait les produits chimiques, et en particulier les solvants. Et donc, après finalement 8 ans de chimie, je ne me sentais pas bien du tout. Pour la majorité des patients, donc comme je le disais, chez qui on ne va pas retrouver un facteur une exposition à l'une de ces substances, l'origine de la myélodysplasie reste inconnue. Le parcours assez caractéristique des patients chez qui on diagnostique une myélodysplasie, le point central, c'est l'hémogramme, c'est-à-dire l'analyse de la prise de sang dans laquelle on va étudier les cellules sanguines, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes, avec 2 analyses qui sont faites. Une analyse quantitative, on les compte, ces cellules, et on sait si on est dans des taux normaux ou des taux inférieurs à la normale ou des taux qui sont supérieurs. Donc habituellement dans la myélodysplasie, ce sont des insuffisances, donc des taux qui sont inférieurs aux valeurs normales qui vont attirer l'attention. Et là, il est logique d'aller réaliser une ponction de moelle. Donc pour analyser la moelle osseuse, ce qu'on appelle un myélogramme. J'ai fait un myélogramme 3 fois au CHU, je pense. La première fois, ma petite fille m'avait accompagnée. Elle discutait avec le médecin. Il m'a piqué, ils mettent un patch, je ne sens pas vraiment, on me pique là. Mais après, quand il a aspiré, j'ai cru qu'on m'arrachait le cou là. Bon, la deuxième fois, c'était un jeune, un interne. Écoutez, il m'a fait allonger, mais j'ai rien senti. Ah, mais je l'ai félicité parce que jamais j'ai vu ça. Le prélèvement de moelle est indispensable pour avoir accès aux cellules qui vont donner naissance, comme on l'a dit, aux globules blancs, aux globules rouges et aux plaquettes, et dont l'aspect modifié va permettre de poser le diagnostic de myélodysplasie. Donc c'est vraiment dans la moelle que se situe la maladie. C'est pour ça qu'on est encore obligé à l'heure actuelle d'aller voir ce qui se passe dans la moelle des patients. Une fois que la moelle est prélevée, donc en sternal ou dans l'os iliaque, les cellules sont étalées entre l'âme et lamelle, puis analysées au microscope pour observer la cytologie, donc l'aspect de ces cellules-là. Et ensuite, il y a des aspirations de cellules, en plus des frottis qui sont réalisés, qui vont servir aux analyses complémentaires. À partir de l'étude de l'aspect des cellules de la moelle, bien sûr le karyotype, donc l'étude des chromosomes, permet d'affiner le diagnostic et le pronostic. L'étude moléculaire, donc savoir si les principaux gènes décrits dans les maladies hématologiques sont touchés dans le cas du patient en question, c'est très important parce que ça va permettre d'évaluer son pronostic de survie. De façon générale, les myélodysplasies sont des pathologies sporadiques, acquises, mais dans un petit nombre de cas, il existe des prédispositions génétiques qui vont faire que certains patients vont se présenter avec des formes familiales. Les situations où on va faire une recherche génétique, c'est à peu près les situations dans lesquelles on se pose la question. Donc les sujets jeunes, les formes familiales parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des maladies hématologiques et les formes associées à d'autres anomalies, soit des malformations, soit des atteintes d'autres organes. Pourquoi on va être assez systématique dans la recherche de pathologies constitutionnelles? Parce que ça a un certain nombre d'implications en termes thérapeutiques.
Après, dans les myélodysplasies en général, il faut vraiment garder en mémoire que dans l'immense majorité des cas, on est face à des patients qui ont une maladie qui est acquise et pour lequel il n'y a pas de risque de transmission.